L'émission d'aujourd'hui traite d'un sujet bien précis qui est la séance de médiation. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter quelle est cette structure ou quelle est la structure d'une séance de médiation? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une partie qui est centrée sur le travail à faire. Il y a un travail à faire, évidemment, il y a une consigne, donc un travail à faire, et nous allons mettre les stagiaires au travail. Bien. Ils seront au travail, mais en même temps, ils auront aussi à penser à comment ils font. C'est une première particularité de la séquence de médiation. On appelle ça le travail métacognitif, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils auront à s'interroger sur les procédures qu'ils mettent en œuvre pour réussir. Donc ça, c'est le premier élément de la structure de la séance. Voilà, donc la structure de la séance passe par là. Et puis ensuite, on va essayer d'exploiter le travail qui a été fait, et notamment le travail qui a été fait sur le fonctionnement cognitif, en essayant de leur montrer que dans le fonctionnement cognitif qu'ils ont manifesté en tant que secrétaire, en tant que maçon, etc., il y a des éléments qu'ils pourront reprendre et réutiliser dans d'autres situations. C'est le problème du transfert. Alors, est-ce qu'une séance de médiation peut être utilisée avec tout type de public? Oui, à condition que la séance de médiation en question soit adaptée à chaque public, et par adapter, j'entends une tâche un petit peu plus difficile que le public visé est capable de faire, mais pas trop. Alors, justement, le reportage que nous allons voir maintenant nous montre la mise en œuvre d'une séance de médiation par une formatrice, donc dans un centre, avec un groupe de stagiaires qui n'étaient pas particulièrement préparés à cela. Je ne dévoile pas le reportage, mais on va voir, c'est assez éloquent. Eh bien, regardons. Je vous propose de travailler aujourd'hui sur une fiche métier. Je vous ai mis au tableau en gros, en fait, les grandes étapes sur lesquelles on va travailler et la manière dont on va échanger ensemble, je dirais. Donc, on commencera en fait par un travail sur la consigne. Est-ce que déjà le mot consigne vous dit quelque chose? Que veut dire le mot consigne? J'ai mis ça au tableau. Quand on fait un travail de français ou de mathématiques, par exemple. C'est pas la méthode où on va travailler? On va voir la méthode. C'est l'énoncé? C'est l'énoncé, voilà. Et on va voir justement dans la séquence de médiation, on va voir en fait qu'il y a l'énoncé, il peut y avoir des informations ailleurs, et on va bien se mettre d'accord ensemble dans une première partie, se mettre bien d'accord ensemble que tout le monde ait compris ce qu'il y a à faire en fait. Voilà. Donc ça, il y aura un travail sur la consigne. Après, en fait, il y aura un travail individuel. Pendant 5-6 minutes, je vous demanderai de faire 2-3 questions. Une fois le travail individuel, où là, je dirais quelque part tout seul, vous serez frotté, entre guillemets, vous aurez fait quelques questions sur la tâche, on échangera sur justement comment vous avez fait vos manières de faire. Pareil, je vais vous accompagner. Après, donc, je propose, une fois ce travail-là, on fera des travaux en sous-groupe, où là, vous aurez l'occasion, en fait, soit de terminer la tâche, soit d'échanger sur ce que vous avez fait, soit etc. Je recompléterai aussi. On fera un résumé. Donc, le résumé, en fait, ça sera un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, éventuellement, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui s'est passé, je dirais, d'important. Et à partir du résumé, etc., on dégagera une règle ensemble. Qu'est-ce qu'en fait, à quoi servit cet exercice, qu'est-ce qu'on en retient, le plus général. Et comme je vous disais, l'intérêt tout à l'heure, c'est après de pouvoir en fait trouver des exemples. C'est-à-dire dans ma vie, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments dans un autre cadre qu'ici et maintenant et sur une tâche là bien précise où j'ai pu utiliser cette règle. Alors je vous laisse découvrir un peu les feuilles et on va voir ensemble. Donc vous ne commencez pas la tâche, je précise bien. On va voir ensemble d'abord, on va se mettre d'accord
sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Jean-Claude, tu as découvert les documents. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour toi? Personnellement, ce que j'ai compris ici, il parle des carreleurs. Oui. Le carreleur, c'est quelqu'un qui travaille dans les bâtiments. Oui, d'accord. Ça, on est d'accord tous. Hein. Donc, en fait, c'est ce carreleur. Et qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau de la consigne? Ici. Ils ont posé des questions aussi. Ils ont posé des questions. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec ces questions, Jean-Claude? Il faut que je réponde à ces questions. Donc, il faut répondre à ces questions. Philippe est songeur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec tes mots? Qu'est-ce qu'il faut faire, alors, Philippe? Tout simplement répondre aux questions en utilisant ces documents-là. Alors, en utilisant, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire en utilisant? Oui, avant de répondre à ces questions, il faut que je le lis, je comprends le test. Peut-être. C'est une sorte d'outil, en fait. C'est une sorte d'outil, nous dit Philippe. Qu'est-ce que tu veux dire par outil? C'est grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir répondre à ces questions. Ah, Patrick, t'entends ce qu'il te dit? C'est grâce aux documents que je vais pouvoir répondre aux questions. Bon, alors ce que je vous propose maintenant, pendant 5 minutes, je vous demande de travailler sur les 3 premières questions. 1, 2, 3. Uniquement celle-ci. Qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je vois les feuilles? De réfléchir quelque part aussi à comment je fais. C'est ça qui m'intéresse, qui nous intéresse ici. Si j'ai une difficulté, en quoi j'ai la difficulté? Bon, allez-y. Je vous laisse donc faire les 3 premières questions. L'objectif, en fait, de la séquence ici, c'était de trouver une méthodologie par rapport, en fait, à une situation complexe, que ce soit la vie quotidienne, professionnelle, et donc aussi de dépasser, en fait, la tâche qui était proposée. Je vais vous demander d'arrêter. Hein, je vous avais bien dit, si on n'a pas fini, on n'a pas fini. Il y a un travail en sous-groupe qui va permettre de continuer. Hein. Je vais demander à Mohamed. Je vais te demander de retourner, si tu veux bien, un petit peu au début, quand tu vois les feuilles. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Il faut que je regarde la feuille pour lire ou comprendre. Oui, tu regardes la feuille, c'est-à-dire la première feuille. Et tu lis le texte. Une fois que tu lis ce texte-là, qu'est-ce que tu fais ensuite, Armand? Mohamed. Et je vais essayer de comprendre ce que le texte est en train de dire. Une fois que tu lis la première feuille, tu essaies de comprendre, tu me dis, et ensuite. Je regarde les questions s'ils ont un lien logique concernant le texte et les questions. Si elles ont un lien logique. Merci, Mohamed. C'est-à-dire, par exemple, la première question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, un lien logique avec le texte? Si le texte, ce que le texte a dit, oui, il correspond directement aux questions. C'est que les questions. Ah, si je reformule, en fait, Mohamed nous dit qu'il regarde, il lit la première page, la première feuille, hein, il essaie de comprendre le sens, et ensuite, en fait, il regarde s'il y a un lien avec les questions posées. C'est ça? Alors, quelqu'un d'autre, vous avez vu comment a fait Mohamed, a la même façon de faire ou une façon complètement différente? Tiens. Moi, je fais la même chose, sauf que moi, j'ai commencé par les questions d'abord. Oui. J'ai d'abord lu les 3 premières questions. D'accord, Arnold. Et après, j'ai pris la première feuille, je lis les tests. Et en lisant les tests, en même temps, dans ma tête, oui, je voyais un peu si les tests correspondaient avec les questions qui sont posées. D'accord. Toi, tu pars en fait des questions. Vous comprenez? Il fait l'inverse. Vous voyez? Lui, il lit les questions et après, il va dans le texte.
Quelqu'un d'autre pour, Mais pour la première question, je cherche ce qui m'intéresse, donc je survole. Ce qui ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Alors, ce qui ne t'intéresse pas, est-ce que je peux dire que tu tries? Pour l'instant. Est-ce que tu fais un tri? Et il dit pour l'instant, nous dit Darby, qui est très fin. Alors ensuite, si c'est pour l'instant, est-ce qu'il y a autre chose? Je me sers des éléments dans les cadres noirs. Tu me dis, je me sers des éléments... Bah oui, par exemple, du débouché, formation... Débouché, formation. En fait, est-ce que je peux dire que tu repères des mots? Oui. Est-ce que je peux te dire ça ou pas? Oui. Et qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Ensuite, je mets de côté, je regarde bien après si ça correspond avec la question qu'on me demande. Ok. Je vais noter, parce que ça, en fait, ce que je vous note là, ça va nous servir aussi ensuite pour le travail en sous-groupe, parce qu'il y a peut-être des choses, des stratégies, des façons de faire qui vous ont intéressé, que vous pouvez, vous reprenez la vôtre, et pour continuer après le travail ensuite pour arriver là. Ce que je vais donc vous demander, c'est de vous mettre en sous-groupe, 2 sous-groupes de 3, 1, 2, 4, ce serait pas mal. Hein? Le public qui n'était pas forcément initié à la médiation, je trouvais qu'ils ont des échanges très riches. Là, tout le travail, ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire se regarder faire, l'échange sur les façons de faire, j'étais assez impressionnée. Alors, il y a une petite polémique là, dans les sous-groupes qui est assez intéressante par rapport à la question 3. Par rapport aux listes et les activités. Oui. Carlo, Mosaïque. Allez, Mohamed est parti. Allez, ça roule. Vas-y, Mohamed. Qu'est-ce que tu nous dis? Moi, j'ai répondu, j'ai dit consiste à réaliser le revêtement des sols et murs. Alors, juste une précision, tu as trouvé la réponse où? Je l'ai trouvé par rapport à la première feuille. Deuxième ligne. Oui, son travail consiste à réaliser le revêtement, vous voyez tous, des sols et murs au moyen de carreaux, etc. Donc, réaliser le revêtement des sols et murs, c'est ce que tu me dis. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités? Il y a aussi, on va parler que de l'intérieur. Moi, maintenant, je peux parler aussi de l'extérieur. Et puis, je vois que l'extérieur, il parle de la façade, la terrasse, les escaliers, le balcon. Donc, toi, oui, parce que tu complètes. Alors, je vais reprendre tout ça. Mohamed nous dit, il nous parlait plutôt de ce qui était de l'extérieur. Toi, tu complètes ce que dit Mohamed et tu dis aussi qu'il effectue des revêtements intérieurs. Non, moi, j'avais envie de, je vais vous le dire, j'avais envie de rajouter, ça consiste à poser des carreaux, coller, faire des finitions. D'où sont extraits ces documents? Où j'ai pu bien avoir ces documents? 17. Ouais. Le petit logo qu'on voit sur la gauche. Oui. Vas-y, Jean-Jacques, très bien. Est-ce que d'autres ont mis d'autres éléments de réponse? C'est un livret au NICEP, oui. De Limoges. De Limoges, nous dit, oui. On vous parle aussi que c'est classeur numéro 2, l'eau. Enfin. Par rapport à la 5, quelqu'un peut nous dire quel est, pour lui, le lycée professionnel qui est le plus proche? J'ai mis la porte des Bagnolet, c'était tout près de Paris. Ah, voilà. Voilà, j'ai mis. D'accord. Ben voilà. Ce que je vous propose maintenant, étape suivante, on va passer au résumé. Qu'est-ce qui vous a semblé important dans ce qui a été dit? Parce que là, les échanges ont été très riches. J'ai noté des choses au tableau et tout. Mais qu'est-ce qui vous a semblé important? Voilà. Disons que sur ce qu'on a lu, là, il y a pas mal quand même de choses où ça demande un minimum de manuel, De réflexion. de réflexion. Le travail qui a été proposé demande une certaine réflexion. Et bien moi, justement, j'ai envie de vous demander, là, donc on arrive à la règle, à quoi servait vraiment ce travail qu'on a fait ensemble. Donc, par rapport à la règle, en fait, le formateur en prévoit, lors de sa préparation, par exemple, 2 ou 3. Mais en sachant qu'évidemment,
Il doit rester en fait, je dirais, à l'écoute des gens, etc. Et à partir de là, si d'autres idées émergent, évidemment, nous, on est à l'écoute aussi des gens et on peut aussi le refaire par rapport aux idées des gens. C'est parce que c'est une règle qui va être généralisée et qui, en fait, peut être utilisée après dans d'autres situations si variées que possible, professionnelles, quotidiennes, artistiques, enfin, toutes les situations que peuvent vivre les gens à l'extérieur. Bon, alors ce que je vais vous demander, c'est retourner tout ça. Hein? On va... Alors, si on voit la situation, hein, il y a beaucoup d'informations, si vous vous souvenez bien, hein, il y avait un problème à résoudre. Et qu'est-ce qui était important? Oui, la façon de procéder, en fait. La façon de procéder. Trouver la façon de procéder. Oui. Est-ce que quelqu'un peut me développer, enfin me dire, je dirais au niveau du groupe, ce qui est surtout revenu dans la façon de faire? Le tri. Le tri, nous dit Philippe. Ça vous dit quelque chose? Et est-ce que tu es d'accord avec le PDG qu'il faut trouver une façon de faire, en fait, pour trier? Donc toi, tu me dis, par exemple... J'ai par exemple un pull rouge. Je ne vais pas le mettre avec de baskets verts, ça ne va pas aller du tout. Donc il me faut une paire de baskets qui ressemble à peu près au pull que je vais mettre. Ça peut être aussi bien de l'enfant, de la personne qui est analphabète, aux personnes qui vont avoir un BTS ou autre. Et en fait, qu'est-ce que ça apporte? C'est que souvent, en fait, les personnes apprennent à se connaître, dédramatisent l'histoire des résultats et surtout dédramatisent l'erreur, en fait. Ils comprennent à travers ça qu'une erreur peut être avant tout analysée, éviter d'être faite. Ou une expérience qui est réussie peut être également, lorsqu'elle est analysée, réappliquée dans des situations les plus variées possibles. Vous venez de découvrir une séance de médiation avec toutes ces phases. D'après vous, une séance de ce type, comment peut-elle être habituellement menée dans vos formations? Comment peut-elle être préparée? Et quels sont les effets sur les stagiaires? Mais moi, je pense que c'est intéressant, puis je le fais régulièrement. Ce que je trouve plus difficile, c'est ce qu'elle a annoncé, c'est l'idée du transfert. Enfin, ce que j'ai remarqué, bon, ce qu'on pratique aussi, qui est intéressant, c'est le fait qu'elle note, enfin, idées, expressions au tableau, mais de noter pour que les gens puissent retrouver leurs idées à eux, que, ah bah, tiens, ça, moi j'avais pensé aussi, ou tiens, il y a ça, pour permettre d'avancer plus rapidement, quoi, mieux. Qu'est-ce que vous pensez de la succession des étapes telles qu'elles sont proposées? Il y a une certaine logique. Oui, on part de la base et on monte tout doucement vers un sommet. Mais c'est vrai que, pour revenir à la question, c'est toute la réflexion qui est amenée, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, je dirais, le temps de réflexion est plus important. C'est-à-dire qu'au départ, bon, on réfléchit, la consigne est comprise par tout le monde, donc il y a une petite réflexion qui est demandée et une adhésion à quelque chose. Après, je réfléchis individuellement avant de faire à ce que je fais, parce qu'elle a quand même précisé, pensez à comment vous vous y prenez. Hein, regardez comment vous faites. Donc on oblige quelque part la réflexion à naître. Et puis après en groupe, c'est de nouveau la réflexion, puis d'une façon différente, puisqu'on est plusieurs à réfléchir en même temps. Il y a la phase individuelle et puis la phase de sous-groupe qui est un peu plus sécurisante pour les gens. Est-ce que vous avez l'impression que vous, quand vous présentez un travail, vous faites aussi ce type d'approfondissement d'une consigne? À chaque fois qu'on présente un travail, on dit toujours, à la fin du travail, vous devriez être capable de réaliser ça, ça, ça. Donc on plante le décor, on fixe les objectifs. Donc ça, c'est la compréhension de l'objectif. Voilà, tout à fait. Mais la compréhension de la consigne, ou de la consigne, objectif ou consigne. Qu'est-ce que je vous demande de faire et comment ça va se passer? Alors, objectif ou consigne, est-ce que c'est la même chose? Non, la consigne, c'est plutôt comment on va faire. L'objectif, c'est ce qui doit être réalisé au bout. Et on pourrait imaginer que dans la préparation d'une séquence, en fait, on est, nous, essayer d'être le plus exhaustif possible, mais peut-être que ce qu'on donne aux stagiaires, c'est justement pas tout, pour qu'il y ait cette curiosité, cette recherche d'éléments supplémentaires. Ce que nous avons vu là, c'est une séance de médiation
qui a été préparé. Par rapport à ce travail, comment vous imaginez ce travail de préparation? Il faut prendre le temps de la réflexion, de cibler justement, bon, de privilégier des séances qui vont travailler sur un sujet par exemple un peu des fois difficile, donc de bien préparer ça à l'avance, de bien décortiquer les actions, bon, bah, ça prend du temps, quoi. Ça peut se faire que lorsqu'on a quand même une certaine connaissance déjà des stagiaires. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je verrais bien ça quelquefois en début de formation. Ouais. Quand il y a quelquefois des blocages, quand il y a des inhibitions, quand il y a des gens qui n'osent pas, qui se tiennent en retrait, qui ne parlent pas, pour justement créer une dynamique de groupe, créer un esprit. Mais je ne pense pas qu'on soit obligé d'attendre dans la formation particulièrement. Il ne s'agit pas de faire des séances de médiation tout le temps, mais à certains moments précis, à une périodicité peut-être régulière pour que les personnes acquièrent des habitudes, là, il pourrait y avoir matière à créer des séances de médiation. Bah, d'autant plus qu'on peut les repérer assez facilement. Enfin, je pense dans toutes nos formations, ces points-là reviennent à chaque fois, quoi. Donc on arrive au terme de notre série de 4 émissions. Bon, je ne sais pas, moi si je me lance, je dirais que il me semble qu'un des points clés, c'est l'approche de la complexité. Je te coupe, tu parles complexité. On a de vieux repères à l'AFPA qui est de dire, pédagogiquement, on va du simple au complexe. Est-ce que c'est de même nature? Non, pas du tout. Là, la complexité, c'est une complexité qui est à la fois en partie par rapport aux connaissances, mais qui est aussi par rapport au fonctionnement cognitif. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas faire à des gens sous prétexte qu'on pense qu'ils ne sont pas capables de raisonner très logiquement sur des raisonnements fins. On ne va pas leur donner des choses très grossières à faire en termes de raisonnement. Parce que derrière, il y a aussi l'idée que ça va développer chez eux un sentiment d'incompétence. C'est une insulte aux gens qui ont des difficultés d'apprentissage que d'abaisser notre niveau d'exigence avec eux. C'est là que le formateur lui montre qu'il a pleinement confiance en ses capacités. Oui, et dans ses capacités actuelles et dans des capacités qu'il pourra développer. Oui. Oui, moi je crois. Oui. Et est-ce qu'on pourrait aussi insister sur le fait qu'il est important de permettre à chacune des personnes qui apprend, à certains moments importants, de redérouler la démarche qu'il a utilisée, en cas d'erreur ou en cas de réussite. Oui. Mais en cas d'erreur, c'est d'autant plus intéressant. L'erreur, c'est un moyen pédagogique d'apprentissage. Très souvent, quand on parle par exemple de métacognition, c'est-à-dire de penser sur sa propre pensée. Méta, c'est processus sur processus. Si on est sur ce processus de penser sur sa pensée, alors à ce moment-là, l'erreur est une entrée que je trouve plus intéressante que la réussite. C'est très difficile pour quelqu'un qui a réussi d'expliquer comment il a fait. Par contre, celui qui s'est trompé, il a un double intérêt. D'une part, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas, visiblement, donc il va pouvoir en prendre conscience. Et deuxièmement, par le cheminement de la pensée qu'il va faire, il va tirer des leçons qui pourront lui resservir. L'erreur, il ne la refera plus. Est-ce que l'erreur se situe dans le même périmètre que l'échec? Je veux dire, c'est un peu complexe dans la mesure où, si on parle de l'échec, par exemple, il peut y avoir une tendance à attribuer l'échec à l'apprenant, et uniquement à l'apprenant. Moi, j'appelle ça le fonctionnement dans le « il ». C'est-à-dire, on va chercher, parmi les caractéristiques qu'on connaît de l'apprenant, ce qui a causé l'échec. L'erreur n'a pas d'importance. Ce qui est grave, c'est quand on s'est trompé de ne pas chercher à comprendre d'où ça vient. Quand on est en évaluation, alors là, l'erreur compte comme une faute puisqu'on est en évaluation. Et est-ce qu'on peut dire qu'au fond, avec ce que l'on a vu au travers des 4 émissions, nos formateurs sont suffisamment outillés pour se lancer dans la pédagogie de la médiation? S'ils n'ont aucune connaissance de ce qu'est la pédagogie de la médiation et des outils, parce qu'il y a un outillage didactique derrière la pédagogie de la médiation, c'est quand même assez délicat. On voit bien à travers ces émissions qu'à la fois on est dans une pédagogie qui, à première vue, peut apparaître comme relativement classique. On s'aperçoit bien que par la centration portée sur l'apprenant, par l'organisation de la séquence, par le souci de travailler justement cette dimension métacognitive, par la recherche systématique des points nodaux, comme on a vu dans l'émission numéro 2, enfin, par toute une série de choses comme ça, on voit bien que derrière, il y a une technicité. En ce qui concerne, par exemple, les critères de médiation, on peut dire qu'il y a trois groupes de critères de médiation, finalement, qu'on peut utiliser en formation. Il y a un groupe qui va être directement centré sur la tâche, l'aide à la tâche. Il y en a comme ça, il y en a 18 au total. Donc,
on ne va pas les citer tous comme ça, mais il y a tout ce qui va servir dans le champ cognitif proprement dit. Il y a des critères de médiation qui vont être plutôt dans le champ social. Et puis il y a une troisième catégorie qu'on a appelée, nous, la restauration du narcissisme. C'est tout ce qui va se jouer autour du sentiment de compétence des gens, quoi. On a des formateurs qui sont, par leur passé professionnel, des professionnels du métier qu'ils vont professer, mais leur donner cette possibilité de devenir aussi des professionnels de la pédagogie me semble être indispensable pour qu'ils puissent faire ce travail autrement qu'au feeling, même si l'intuition est importante.